En 2035, une véritable ville a poussé sur Mars et pas un seul pied humain n'avait foulé ce sol rouge pour la construire. Ce n'était pas simplement une base d'urgence ou un module temporaire. Une ville souterraine entièrement fonctionnelle, avec des rues, des terres agricoles, de l'air respirable et de l'eau courante, construite de zéro par des machines autonomes en moins d'1 an. Ce que vous allez découvrir maintenant, c'est l'histoire de la façon dont tout cela est devenu possible. Tout a commencé avec un seul vaisseau spatial. Un atterrissage silencieux sur une planète morte. Mais ce vaisseau ne transportait pas de colons, il portait les graines d'une civilisation. Chaque section, chaque système, chaque dispositif était orienté vers un seul objectif, rendre Mars habitable pour les humains. La première question était impitoyable dans sa simplicité, comment alimenter tout cela en énergie? Avant de construire quoi que ce soit, il fallait de l'énergie. Et le premier travailleur à fouler la surface de Mars n'était pas un être humain. C'était un rover autonome compact et silencieux, avec une mission précise, construire le premier réseau électrique de la base. Pour cette première phase, la solution retenue était l'énergie solaire. Pas des panneaux rigides, trop lourds à transporter en quantité suffisante, mais des modules photovoltaïques à couches minces flexibles, enroulés à l'intérieur du vaisseau comme des tapis et déployés directement sur la poussière martienne. 2 rovers travaillant en coordination se passaient des câbles de connexion pour établir les raccordements nécessaires et lancer le processus de déploiement massif. L'opération ressemblait à une danse de précision mécanique, calculée dans ses moindres détails. Au fil des jours, de plus en plus de rovers se déployaient. Un groupe de 10 machines continuait d'étendre le champ solaire, ancrant les panneaux dans le sol pour qu'elles résistent au vent martien, mince, mais étonnamment puissant. Le résultat fut une centrale solaire couvrant plusieurs hectares de surface, construite entièrement par des robots en moins d'une semaine. Suffisamment d'énergie pour alimenter une petite ville. Une prouesse d'ingénierie impressionnante pour la première phase de construction. Cependant, il existait un problème qu'aucune quantité de panneaux solaires ne pouvait résoudre seule. Les tempêtes de poussière globale sur Mars. Ces tempêtes, capables de bloquer la lumière solaire pendant des semaines, représentaient une menace existentielle pour toute base entièrement dépendante de l'énergie solaire. Il fallait trouver une solution à long terme. Cette solution arriva avec le 2e vaisseau spatial. Au cœur de cette cargaison se trouvait le noyau d'une centrale électrique permanente, un réacteur nucléaire à fission compacte. Pas le type complexe à refroidissement par eau auquel les gens pensent lorsqu'ils parlent d'énergie nucléaire. C'était une conception à uranium solide utilisant des caloducs pour évacuer une grande quantité de chaleur du cœur du réacteur. Cette chaleur entraînait ensuite un moteur Stirling, un simple piston avec plus de 200 ans d'histoire confirmée qui, à son tour, entraînait un générateur produisant une électricité stable et fiable. La solution pour protéger la base des radiations du réacteur s'avéra élégante dans sa simplicité. Creuser un trou. Le réacteur fut descendu dans le sol martien, utilisant cette même poussière rouge comme blindage principal. Enterré sous le sable, relié à la base par des lignes de transmission, le cœur atomique commença à battre à un rythme stable, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, invulnérable à toute tempête. Le jour, énergie solaire. La nuit, énergie nucléaire. Un réseau électrique hybride. L'épine dorsale de la première ville sur Mars. Une fois le problème énergétique résolu, le vrai travail pouvait commencer. Et le vrai travail signifiait affronter le plus grand obstacle. La surface de Mars est une zone de mort. Sans champ magnétique, la planète est constamment exposée aux radiations solaires. Les variations de température sont extrêmes, des chutes brutales chaque jour. Une vie permanente en surface sans protection supplémentaire était impossible. La seule façon de construire une ville sûre et habitable était de s'enfoncer sous terre. Le 3e vaisseau spatial apporta la réponse. Un tunnelier de nouvelle génération, conçu et construit par intelligence artificielle pour forer dans la roche martienne. Ce n'était pas simplement une gigantesque foreuse. C'était une usine souterraine sur roues, capable de creuser, d'évacuer les débris et de construire des tunnels finis en un seul processus continu. La machine fut assemblée et installée dans une tranchée. Puis le spectacle principal commença.
Le forage sur Mars avait ses difficultés uniques. La faible gravité compliquait le maintien de l'équilibre de la machine, qui utilisait donc des vérins hydrauliques pour s'appuyer sur les parois du tunnel pendant sa progression. En avant, la tête de coupe broyait la roche. En arrière, un train automatisé évacuait en continu les débris forêts, et ces débris n'étaient pas simplement jetés. Ils étaient envoyés vers une usine à béton en surface, où la roche forêt était recyclée et utilisée pour fabriquer des segments de parois de tunnel. Un bras robotisé installait ces segments au fur et à mesure de la progression de la machine, laissant derrière elle un tunnel achevé. Ce qui était extrait se transformait en structure porteuse. Mars construisait Mars. La progression était continue. Cependant, un tunnel en béton n'est pas parfaitement étanche. Créer un environnement respirable exigeait une étanchéité parfaite. La solution fut une résine époxy à 2 composants, mélangée à de la poussière martienne, qui se dilatait comme une mousse en remplissant chaque microfissure. Appliquée en couche d'aérosol, elle scellait chaque joint et chaque interstice, créant un environnement totalement hermétique. Pour la première fois sur Mars, un espace habitable existait. Les tunnels étaient les rues. Mais une ville a besoin d'espaces ouverts. Le tunnelier creusait de grandes cavernes souterraines, futurs espaces de vie, laboratoires et espaces communs de la base. Sous le sable rouge se formait un réseau de couloirs et de pièces en constante expansion. Le projet suivait le principe de redondance. Si un tunnel était bloqué, il existait toujours au moins 2 itinéraires alternatifs entre 2 points quelconques de la ville. En surface, presque rien n'avait changé. La véritable ampleur de ce projet de construction était entièrement cachée au regard. Lorsque les systèmes d'approvisionnement en air se mirent en marche et que les espaces intérieurs commencèrent à prendre forme, le problème suivant se posa: la vie elle-même. Le 4e vaisseau spatial n'apportait pas de travailleurs de la construction. Il apportait les moyens de créer la vie. Une usine chimique conçue pour transformer l'environnement mort de Mars en éléments constitutifs fondamentaux d'une civilisation. Le premier composant était l'eau. Il n'y avait pas d'eau liquide en surface, mais à quelques mètres de profondeur, enfouie sous la poussière, se trouvait de la glace. Une sonde fora son chemin jusqu'à un ancien et vaste glacier d'eau gelée. La glace fut fondue et pompée vers la surface. Pour la première fois sur Mars, de l'eau liquide coula. Le deuxième composant était l'atmosphère même de Mars. Un immense compresseur congelait le dioxyde de carbone directement depuis la mince atmosphère de la planète. Lorsque l'eau et l'énergie devinrent disponibles, le premier miracle devint possible, l'électrolyse. Un courant électrique décomposait les molécules d'eau en leurs composants, de l'oxygène respirable et de l'hydrogène. L'oxygène était capturé et stocké pour les futurs colons. L'hydrogène était acheminé vers le deuxième miracle, la réaction de Sabatier, un procédé chimique vieux de plus d'1 siècle, adapté pour Mars. La combinaison d'hydrogène et de dioxyde de carbone donnait une réaction produisant 2 substances, de l'eau supplémentaire et du méthane. Et le méthane, c'est du carburant de fusée. Exactement le carburant qu'utilisait le vaisseau spatial pour atterrir. L'usine produisait du carburant pour le voyage de retour vers la Terre. Un vaisseau spatial qui se ravitaille sur une autre planète. Énergie, abri, air et eau. Les 4 piliers de la survie, tous en place, produits à partir des propres ressources de Mars. Lorsque ces systèmes furent opérationnels, il fut possible de construire le dernier élément du système de survie, les terres agricoles. Les premières graines furent semées dans un jardin souterrain, éclairé par une lumière artificielle et alimenté par l'énergie nucléaire. Et la vie trouva un chemin. La première récolte sur Mars poussa sous le sable rouge. Un écosystème entièrement autosuffisant commença à respirer. L'usine produisait également de l'azote, un composant essentiel des engrais nécessaires aux terres agricoles. Rien n'était gaspillé. Un système agricole entièrement en circuit fermé. De cette usine ne sortait pas seulement du carburant. En sortait aussi de la nourriture. Et c'est précisément cette différence qui séparait un avant-poste temporaire d'une ville permanente. Lorsque la ville fut achevée et que l'armée de robots se reposa après sa grande mission, un nouveau compte à rebours commença sur Terre.
Dans la cargaison du prochain vaisseau spatial, il n'y avait pas d'équipement. Il y avait des humains, les premiers colons, prêts pour un voyage de 7 mois entre deux mondes, prêts pour une ville construite pour eux, par des machines, mais pour des humains. L'atterrissage final, le contact avec le sol, et puis les premiers pas humains, non pas simplement sur Mars, mais à l'intérieur d'une ville. L'avancée vers le SAS, le passage à travers une porte qui s'ouvre sur une nouvelle civilisation. Égalisation de la pression. La porte intérieure s'ouvre. De l'autre côté, des couloirs propres et hermétiques. Des terres agricoles verdoyantes, éclairées par un soleil artificiel. De l'eau courante, de l'air pur, un foyer. La première ville sur Mars ne fut pas construite par des mains humaines. Elle fut construite par une armée de robots, témoignage de l'ingéniosité humaine poussée à ses limites absolues. Forgée dans la poussière rouge, alimentée par des rêves et soutenue par la science, cette ville incarne quelque chose de bien plus grand que la technologie. Elle incarne la preuve que l'humanité est capable de créer un foyer là où il n'y avait auparavant que le vide. Si vous souhaitez continuer à découvrir ce qui se construit ensuite, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et cliquez sur le bouton « J'aime ». Chaque notification est un pas de plus dans ce voyage.